Donc Benjamin, merci de faire part de ta présence. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion souvent de te voir, pourtant Dieu se sait que ça fait quand même quelques années que tu es au sein de notre mouvement, de l'Action française, passé par Bordeaux. Ouais, Aix, Bordeaux. Aix, Bordeaux. Puis Toulon. Et Toulon après à la suite. Donc on va faire assez court. Notre ami Benjamin est vigneron. Il est quand même pas mal pris par le travail, mais quand on lui demande une petite conférence, il est toujours open et toujours prêt. Donc le but étant de faire une conférence sur l'identité française. Donc qu'est-ce qu'est l'identité française à travers justement le prisme d'un royaliste et d'un royaliste d'Action française. Donc on va faire comme à l'accoutumée, on va laisser exposer et on posera les questions par la suite. Petite parenthèse, le samedi 19 novembre, commémoration donc, pour les 70 ans de Charles Maurras, organisée par la Fédé Provence. Donc je tiendrai au courant à travers le télégramme ou par SMS pour certains. Et donc je vous ferai part du programme, voilà, de ce qui se fera dans la journée. Donc il va y avoir la commémoration sur la tombe de Charles Maurras, suivie d'une conférence sur Aix-en-Provence. Donc je ne vais pas plus vous retenir, je vais te laisser prendre la parole. Et écoutez, bonne conférence à tous, merci. Donc je vais aborder un sujet très vaste qui est celui de l'identité française et notamment de la défense de l'identité française. Il est vaste, donc moi je l'aborde sous un prisme que je connais bien. J'ai choisi vraiment de le présenter sous un prisme que je connais bien, notamment la défense des terroirs. Je me suis aussi beaucoup intéressé à la question du langage, de la langue. Mais avant ça, je vais quand même faire une première partie beaucoup plus historique concernant les faits de la Troisième République, notamment avec l'école républicaine, la loi de séparation entre l'Église et l'État. Voilà, donc il y a un parti pris. Il y a des sujets que je ne vais pas évoquer parce que je ne me sens pas tout à fait légitime de les évoquer. Voilà. Donc la problématique de l'identité nationale n'a pas toujours été le monopole de la droite. Non, en fait, au XIXe siècle, l'idée de nation a été portée notamment par les forces révolutionnaires et démocratiques. C'est avec l'affaire Dreyfus que la notion bascule à droite, avec des partisans qui voient la France menacée de l'extérieur, donc l'Allemagne, et de l'intérieur. Et donc là, je vous renvoie aux 3 États confédérés de Charles Maurras. Par la suite, au lendemain du gaullisme, c'est la perte de l'empire colonial et le risque d'une soumission, d'une dilution dans une Europe de l'Ouest dominée par les États-Unis qui fera renaître les ardeurs identitaires. Dans les années 80, la thématique devient la thématique phare d'un parti politique qui est le Front National. Justement, Pierre Debré a une idée assez limpide sur ce sujet, notamment que on peut lui reprocher de l'avoir cantonné, dans une logique électoraliste et populiste, de l'avoir cantonné la problématique identitaire au sujet migratoire, comme l'évoque le fameux slogan 1 500 000 chômeurs, c'est 1 500 000 immigrés en trop. Résumer le problème de l'identité française à la crise migratoire à l'étranger, c'est laisser le vrai coupable en liberté, c'est-à-dire l'État français, ses politiques mondialistes et capitalistes successives. Pierre Debré écrivait en 1985, dans ce bouquin, je suis français en 1985, une politique pour l'an 2000, une F au service de l'avenir. Nous pouvons encore éviter le recours à un totalitarisme qui s'accompagnerait nécessairement d'une idéologie raciste et xénophobe, sans pour autant accepter la fatalité du déclin. En avons-nous le désir ? L'incapacité récente à assimiler les dernières vagues migratoires venues d'Afrique et d'Orient n'est-elle que le fait d'une incompatibilité culturelle, religieuse, de mœurs ? Nous sommes tous d'accord pour dire qu'être français, c'est plus qu'une identité administrative. En fait, je crois que poser la question de l'identité, c'est poser la question de qu'est-ce que la France, être français aux yeux du monde, qu'avons-nous à préserver, conserver du passé et du présent, quel pays voulons-nous transmettre à nos descendants.
Et qu'est-ce que nous, pays de l'Ancien Monde, voulons-nous que le Nouveau Monde jalouse? Définir une identité française, c'est un vaste sujet, peut-être prétentieux, facilement contestable. D'abord parce qu'il n'y a peut-être pas une identité française, mais des identités françaises avec des particularismes régionaux. On pourrait simplement s'accorder à dire que défendre l'identité, c'est œuvrer, chérir son territoire jusque dans les derniers retranchements, ses campagnes profondes, sa langue, son histoire, ses bâtisseurs, nos proches aïeux qui ont souvent été exemplaires, une langue et des traditions, des constructions sociales et un art de vivre. Enfin, c'est faire perdurer des principes, des valeurs et un droit. Donc voilà, je vais aborder cette première partie historique, pas forcément la partie qui va nous parler, nous, le plus en tant que citoyen français du XXIe siècle. Donc je vais parler de la République vieille coupable de la dilution de l'identité, le tournant de la Troisième République. Donc, dans un premier lieu, je vais parler de l'école républicaine. Donc, sur les cendres encore chaudes des poussées démocratiques de la Commune, les lois Ferry de 1881 et 1882 fondent une révolution éducative majeure, donc une école laïque, gratuite, obligatoire, avec un programme commun, sans distinction de région et ni de classe sociale. L'école et son disciple, le hussard noir, le maître d'école, devient le principal outil de républicanisation des masses, le rouleau compresseur de la République. Le professeur, formé dans les écoles normales, devient emblématique d'une lutte, celle de la républicanisation. Une république encore mal consolidée contre les forces réactionnaires et en premier lieu l'Église. Au-delà de l'apprentissage des valeurs de la République, il faut aussi noter que les jeunes garçons apprenaient en sport les exercices militaires, les préparaient au service militaire, le service obligatoire, conséquence de la défaite de 1871. Mais alors, qu'avons-nous réellement à reprocher à cette école voulant former les bons citoyens et militaires de demain? Dans un premier temps, la mise à bas des langues régionales et donc plus globalement des particularismes régionaux. Il ne s'agit pas de contester le fait que Ferry, alors ministre des Instructions publiques et des Beaux-Arts, et le gouvernement de Jules Grévy obligent à tout citoyen de parler français, parce que déjà la langue française était la langue administrative depuis François Ier, la langue des lettres, la langue administrative, mais on lui reprochera plutôt d'interdire tout enseignement et usage d'un patois à l'école. C'est dans ces mesures-là que la politique jacobine centralisatrice de l'État est incontestable. En 1883, une circulaire donne pour ordre aux maîtresses d'école de corriger les défauts de prononciation et d'accent local. L'application de ces directives se faisait par le biais de la répression, notamment avec un signe qu'on faisait porter aux élèves qui faisaient l'erreur de prononcer un mot en patois. Là, pour le cas vraiment provençal, l'école laïque et ses défenseurs manifestaient une grande méfiance à tout ce qui pouvait ressembler à une institutionnalisation de la présence de l'occitan dans les classes. Mais c'est pas des mesures qui faisaient l'unanimité, notamment avec le Félibrige, parce que les majoraux du Félibrige, beaucoup d'entre eux étaient dans l'instruction primaire aussi. Cette vision républicaine est notamment un peu différente de celle de l'Église, puisque depuis 813, avec le concile de Tours, l'Église avait tendance à ne pas négliger les langues vernaculaires. Et donc, quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette politique de l'école républicaine? En 2017, l'UNESCO dresse un bilan et classe 26 des langues régionales comme étant en danger d'extinction, et pas même le breton ou le corse n'y échappe. Nul besoin donc de citer l'auvergnat ou le languedocien. Avant 1930, 25% de la population, soit un quart de la population, parlait encore ces langues quotidiennement.
En 1980, il n'était plus que 3%. C'est donc tout un patrimoine immatériel qui est tombé dans l'oubli. Voilà, et pas même Frédéric Mistral avec sa grande œuvre Mireille, dont on suffit à contrebalancer le jacobinisme et voilà, lutter contre cette uniformisation culturelle. Je voudrais citer un poème de Frédéric Mistral, qui est assez violent, qui était républicain, lui, mais assez violent contre cette école républicaine. C'est un poème qui s'appelle Au Popolo Nostre, donc à notre peuple. Donc, pauvre peuple de Provence, toujours plus abîmé. Enfin, je le coupe, il n'y a pas tout dans son intégralité, mais c'est juste pour vous donner un peu. Et surtout, on perd la rime, parce que donc, c'est écrit en provençal, on perd la musicalité du poème. Donc, pauvre peuple de Provence, toujours plus abîmé. À l'école, ils arrachent la langue de tes parents, et pour ton déshonneur, ils finissent, peuple, en te dénaturant. Ils te pétrissent le cerveau, ils t'endoctrinent comme un niais, pour qu'à la fin, la manivelle tourne pour tous de la même manière. Voilà, je passe à une autre partie qui est consacrée à la loi de la séparation entre l'Église et l'État et l'anticléricalisme républicain. Et je vais le rattacher je vais faire le lien entre cette loi de séparation et les conséquences sur la natalité française. Même si je ne veux pas parler d'immigration, on va faire le lien aussi rapidement entre natalité et immigration. Donc, la République, ce n'est pas la France, et la France n'est pas la République. Le pays préexistait. Il ne s'agit pas de contester la loi de 1905, mais de montrer ses répercussions dans la société et surtout la natalité. Fait étroitement lié ensuite à l'immigration, et ça c'est ce que montre bien Fernand Braudel et Pierre Debré dans leurs bouquins respectifs. Donc à la fin du XIXe siècle, la démographie française s'illustre par une croissance ralentie et plus faible que ses autres voisins européens. Donc une fécondité insuffisante, une mortalité élevée. La France de l'époque est aussi très majoritairement paysanne, puisque 7 millions d'actifs, soit la moitié des actifs du pays, sont des paysans. Dans un même temps, c'est aussi l'affirmation des classes moyennes, 3 millions d'artisans, et les commerçants, une catégorie professionnelle en expansion numérique. On a donc affaire à une France rurale, avec des identités locales très affirmées et rythmées par le son des cloches. La France est plus que jamais la fille aînée de l'Église, avec en 1879 35 millions de baptisés catholiques, pour une population totale de 37 millions en 1879. Cela dit, ces derniers chiffres sont à nuancer avec un vrai recul de la pratique religieuse, voire déjà une déchristianisation de certains départements. Là, je me rattache à un livre de Jean Leduc, L'enracinement de la République, de 1879 à 1918, qui est un bouquin que j'ai eu à étudier en prépa littéraire. Et il y a des chiffres, des données très intéressantes. En 2012, en comparaison, pour 65,8 millions de Français, 65,8 millions de Français sont baptisés. Et donc on serait autour de 67% de la population qui est baptisée. Pour autant, l'écart se creuse avec les moins de 60 ans. Ça, c'est une donnée que j'ai pu trouver avec l'INSEE et aussi les registres de baptême de l'Église. En 2021, d'après l'IFOP, c'est 6,6% des Français qui se disent réellement pratiquants. Je reviens à la Troisième République. La politique anticléricale commence modérément avec Waldeck-Rousseau en 1880 en interdisant les congrégations, en interdisant ou en surveillant certaines congrégations. En 1902, certains établissements scolaires sont interdits et les tensions avec Rome sont réelles pour aboutir avec, le 9 décembre 1905 avec la loi de séparation entre l'Église et l'État. S'ensuit aussi toute une politique et un art pictural assez violent contre l'Église, notamment à travers la satire.
Et l'État aussi s'empare parfois de bâtiments avantageusement situés dans des centres-villes pour y installer ses propres administrations. Et voilà, aujourd'hui on connaît toujours ça, hein, avec la déchristianisation, la désacralisation de certains édifices religieux, au profit de plus en plus parfois d'usages capitalistes, ce qui montre bien le nihilisme de la société dans laquelle on vit. Voilà, Fernand Braudel, historien classé à gauche, proche du PS, n'hésite pas à faire la corrélation entre déchristianisation de la France et politique malthusienne. Dans Les hommes et les choses, donc l'identité de la France, il rappelle au lecteur que l'origine du mariage, c'est fonder une famille, avoir la lignée avec laquelle Dieu soit béni éternellement. Il termine sa démonstration en évoquant la levée progressive de l'interdiction de la contraception et sa large diffusion. Je le cite, « Et en ce moment où il aurait fallu, donc ces premières moitiés du XIXe siècle, développer la natalité en France, des voix autorisées s'élevaient pour encourager le pays dans ses politiques malthusiennes. Le mot contraception, il s'agit bel et bien, dans le cadre quotidien de notre pays, de la détérioration du mariage traditionnel que l'Église aurait voulu maintenir. » À la suite de telles politiques, pour Braudel comme pour Debré, le recours à une main-d'œuvre étrangère n'était plus une option. Cela dit, encore une fois, c'est au nom de la compétitivité et au nom d'une société capitaliste que le manque de main-d'œuvre est un réel problème, puisque dans une société décroissante, la main-d'œuvre, on la concevrait tout à fait différemment. Et là, je cite Debré, « De la tolérance, encore de la tolérance, il en faut pour regarder avec lucidité l'immigration massive prolétarienne dont nous sommes aujourd'hui le point d'aboutissement. Les grandes consciences malthusiennes, à leur insu, font le lit du racisme et de la xénophobie, qui, à leur tour, les confortent dans leur aveuglement. » Donc voilà, à travers ce petit topo sur la déchristianisation du pays, je voulais montrer qu'il y avait des conséquences palpables et mesurables sur la baisse de la natalité, et que cette perte de la foi n'a pas non plus aidé au renversement de certaines valeurs, au nihilisme et à l'arrivée écrasante du capitalisme, du règne de l'argent. Et là, je vous renvoie au cercle qu'on a eu l'an dernier sur l'enracinement de Simone Weil. Là, j'attaque donc la deuxième et dernière grande partie, qui nous renvoie plus au titre vraiment du cercle, qui est comment rester français dans une société capitaliste et globalisée. Donc voilà, dans la précédente partie, nous avons compris que la République, pour s'installer, pour supplanter la monarchie, a dû déconstruire des particularismes régionaux et amenuire le pouvoir de l'Église et de la foi dans le cœur des Français. Dans cette seconde partie, on va voir que donc il y a cette question identitaire, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, qu'est-ce que la France ? Il n'y a pas que des problèmes franco-français, mais aussi des problèmes qui sont réellement systémiques. Donc au cours du dernier siècle, la France a connu de profondes mutations. Donc en 1945, un actif sur 3 était paysan, travaillait dans le secteur agricole, un autre dans l'industrie, le bâtiment, et un autre dans les services. Aujourd'hui, l'agriculteur, c'est un actif sur 22. 3/4 des Français, quant à eux, travaillent dans les services. En 1950, la moitié de la France vivait en zone rurale. Et à la suite de cet exode rural, l'obsession des urbanistes, c'est devenu la densification, la compétitivité territoriale. Et ce changement sociétal a entraîné un changement notamment sur les paysages, sur des manières de produire, avec une monoculture qui est devenue la norme, qui s'est imposée, et aussi l'éclatement de l'entreprise familiale dans l'agriculture.
Alors que la corésidence était autrefois très classique chez les paysans. Évidemment, l'après-guerre, c'est aussi le baby-boom, puisqu'on a 600 000 hommes morts au combat, 800 000 invalides. La politique nataliste fait son œuvre quand même, puisqu'en 1960, par exemple, c'est 800 000 naissances et une mortalité en baisse. Pourtant, le pays reste sous-peuplé et l'Office national de l'immigration fait son travail avec 150 000 entrées entre 1955 et 1960 et environ 900 000 ou 1 million de Français d'Algérie. Fernand Braudel souligne que l'immigration étrangère est un problème récent. En 1946, il y avait 1 700 000 étrangers, soit 4,4% de la population totale. En 1976, il y a 3 700 000 étrangers, soit 7% de la population totale. Bon, je peux donner un détail, mais à l'époque, c'était portugais, algérien, espagnol, italien, marocain, tunisien, turc et Afrique noire. Là, je les ai donnés dans l'ordre du plus nombreux au minoritaire. Ces étrangers représentaient 10% de la population active. En 2021, l'INSEE annonce 7 millions d'immigrés, soit 10,3% de la population totale. 36% d'entre eux ont acquis la nationalité depuis leur arrivée en France. Arrive alors la question, être français, est-ce une simple affaire de papier, une acceptation administrative? Par la suite, on pourra encore longuement parler des mutations techniques, technologiques, la consommation de masse et l'accroissement des inégalités, la moyennisation de la France, pour reprendre un terme d'Henri Mandras. Henri Mandras, la fin des paysans. Voilà. Donc là, je vais parler de la langue. Le français, appauvrissement et anglicisme. C'est incontestable, le français est une langue vivante. Les mots voyagent depuis longtemps, mais ils le font de plus en plus vite en s'intégrant moins bien. Là, j'ai cité un académicien, Jean-Marie Roux. Le français est bel et bien le français a évolué. On ne parle plus le français d'il y a 50 ans et encore moins d'il y a un siècle, puisque le français s'adapte aux besoins, aux mœurs. Il emprunte aussi des mots aux langues régionales et les vagues d'immigration successives vont aussi laisser leur pierre à l'édifice, comme par exemple l'italien. Nous avons emprunté beaucoup de mots, notamment au niveau de l'artillerie, au niveau des arts, au niveau de l'armée. Beaucoup de mots nous viennent de l'italien. En français, on considère qu'il y a 3 niveaux de langage. Le langage soutenu, le langage courant et le langage familier. Déjà, il me semble qu'on pourrait regretter le fait que cette frontière déjà entre le langage courant et le langage familier est de moins en moins claire de nos jours. Alors beaucoup de jeunes linguistes, j'ai découvert, considèrent que la langue française est une langue bourgeoise, que nous parlons la langue d'une bourgeoisie, mais il ne faut pas oublier que le français, c'est quand même notre langue est perçue comme étant une belle langue aux yeux du monde, et notamment par la francophonie, qui est une langue réellement parlée dans tous les continents, présente dans tous les continents. Aujourd'hui, les Français ont un lexique de 5000 mots. Seulement, il y a quand même 10% de la population qui n'en maîtrise qu'une centaine, de 500 à 600 mots de vocabulaire. Au-delà du handicap social que cela constitue, l'appauvrissement de la langue amène aussi à un appauvrissement de la pensée. Quelle est la cause de cet appauvrissement du lexique? D'une ghettoisation de certaines périphéries urbaines qui conduit à l'enfermement des façons de parler et un laxisme aussi quand même de l'école. Une école qui est quand même moins regardant vis-à-vis de l'orthographe,
et la richesse du vocabulaire. Moi, je le vois aussi, notamment après mes études supérieures, après les études universitaires. J'ai fait des études en alternance. Et en fait, parce que c'est censé être professionnalisant, j'avais des profs qui étaient plus du tout regardants. La manière d'écrire une phrase, on pouvait s'exprimer avec des tirets. Et donc voilà, finalement, tout ce laxisme amène à cet appauvrissement du langage. On entend beaucoup entrer de nouveaux mots dans le dictionnaire, mais on parle moins des sorties du dictionnaire pour des études. Ces sorties sont beaucoup plus silencieuses. Depuis 1906, c'est 10 000 mots disparus dans le dictionnaire contre 18 000 nouveautés. Je vais un peu parler des anglicismes. En citant l'Académie française. Donc, jugeant que la récurrence de l'anglais, même dans la vie courante, représentait une réelle menace pour le français et que l'importation anglo-américaine de notre lexique devenait trop massive, les autorités gouvernementales ont été amenées depuis une trentaine d'années à compléter le dispositif traditionnel de régulation de la langue. On estime à 3000 au bas mot les anglicismes qui composent notre vocabulaire quotidien. C'est 10% du vocabulaire étranger. C'est 10% de notre vocabulaire et 25% des mots importés de l'étranger. Pourquoi, selon moi, déjà, c'est un problème, la récurrence de ces anglicismes? C'est que la culture anglo-saxonne... anglo-saxonne, c'est quand même aussi l'origine du capitalisme, et on remarque que bien souvent les mots que nous utilisons sont des mots qui servent, en tout cas qui s'utilisent par exemple pour parler de consommation, pour parler aussi dans le monde des affaires. Je pense que plus que jamais, Macron est un président qui aime utiliser ces anglicismes. On a l'impression que finalement, le français ne serait plus assez glamour ou légitime pour parler affaires. Je me souviens par exemple d'un congrès qu'il avait fait et qu'il avait appelé French Tech, et avec toute une récurrence de mots comme si le français finalement, la langue française n'offrait pas les mêmes mots au lieu d'utiliser de l'anglais. L'arabe, par exemple, dans notre langue, dans le dictionnaire, a rien à voir avec, en termes de nombre de mots importés. C'est 500 à 600 mots, c'est 5% des mots d'origine étrangère. Sur le coup, les mots en anglais, on s'en rend même plus compte quand on les utilise. Ensuite, je vais parler de certains droits fondamentaux qui me semblent bafoués dans notre pays, et notamment parce que au cours de ces dernières décennies, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle une société ubérisée. Donc, aux yeux du monde, la France apparaît souvent comme la patrie des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. La devise républicaine est connue au-delà des frontières. L'État, toujours persuadé qu'il ne déroge jamais à ses valeurs, s'estime souvent légitime pour critiquer les autres nations lorsque ces derniers semblent porter atteinte à certains droits fondamentaux. Je parle par exemple des critiques faites au sujet de Matteo Salvini ou Viktor Orban quand il s'agit de politique migratoire, ou encore certains pays, dès qu'elles ouvrent le débat sur des sujets bioéthiques. Pourtant, notre pays n'est pas tout à fait non plus exemplaire en termes de liberté, et notamment
avec cette ubérisation qui s'installe, voire même parfois d'une certaine tiers-mondisation du pays, à travers cette ubérisation, il me semble. Parce que la France aujourd'hui, c'est quand même 300 000 sans-abri, 14 millions de mal logés. On estime, on compte 4 millions parmi ces 14 millions de mal logés en situation réellement préoccupante, c'est-à-dire sans aucun confort, aération, eau courante, douche. Et hormis sur le plan de la rénovation énergétique, il y a une forme de désengagement de l'État, notamment dans sa lutte contre les marchands de sommeil. Là, j'en parle assez facilement parce que du coup, je fais des études d'urbanisme et j'ai pas mal étudié le cas de Marseille. Et à part le milieu associatif, c'est clairement pas l'État qui s'occupe de cette politique du logement. Et puis d'ailleurs, on le voit avec des logements qui s'effondrent en plein cœur de Marseille. Donc, on peut aussi critiquer la capacité de l'État à faire de la réhabilitation urbaine sans entraîner une gentrification par la suite de tous les quartiers qu'elle réhabilite. Là, c'est pareil, je peux vous renvoyer à Marseille avec le projet Euromed. Pour en revenir à l'ubérisation de la société, je vais parler de la firme Airbnb qui a largement aggravé le problème d'accès, la disponibilité des logements dans certains hypercentres urbains. Le prix des loyers de ces villes était déjà un facteur limitant pour l'installation des jeunes ménages, d'étudiants de classe populaire, rendant ces derniers toujours plus dépendants de la voiture thermique pour ces classes devenues souvent trop vieilles et trop polluantes pour entrer dans ces mêmes centres urbains. À Paris, c'est pas moins de 14% des logements qui sont dédiés à ces locations. Et au final, des études montrent que la part des logements où Airbnb est présent à moins de 7% dans certains quartiers, la hausse des loyers sur 3 ans plafonne à 4%. En revanche, là où Airbnb, où les locations sont supérieures à 7%, le prix des loyers a augmenté jusqu'à plus de 9%. Ça, c'est pour le cas de Paris. Si Airbnb a aggravé cette dynamique, le prix des loyers avait lui explosé bien avant l'arrivée de cette firme. Et l'impuissance politique n'a évidemment pas pu enrayer cette hausse. J'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que j'aborde un peu le sujet de l'habitat et tout ça. C'est parce que quand même, aux yeux du monde, on apparaît toujours, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est enclin à une immigration, c'est parce qu'en fait on est encore un pays qui fait vraiment rêver le monde entier par son droit, par les libertés, par tout le progrès qu'on semble renvoyer aux yeux du monde. Et pourtant, il me semble qu'on a bien, beaucoup de problèmes à l'intérieur de notre pays qui font que la France d'aujourd'hui n'est plus tout à fait exemplaire comme elle a pu l'être dans le passé. Là, je vais parler un peu de la répression du droit de manifester. Donc, ce droit de manifester, c'est un droit fondamental, puisqu'il est notamment inscrit dans la DDHC, précisé et réglementé depuis un décret de 1935. Je suis encore bon ? Ouais. Ça va. Or, ces dernières années, on assiste à une répression de plus en plus violente de l'État et par le biais de son fidèle destrier, la police. Pendant la crise des Gilets jaunes, les images ont fait le tour de la presse mondiale et n'ont pas manqué de choquer l'opinion dans des pays qui sont parfois réputés plus violents que le nôtre. Là encore, des grandes firmes, symboles de l'ubérisation, n'hésitent pas, elles aussi, à porter atteinte à ces droits fondamentaux. En plus de pratiquer une concurrence déloyale face aux taxis, là je parle d'Uber, d'offrir des emplois très précaires, sans assurance, sans protection, à des jeunes livreurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je crois que c'était il y a 2-3 ans.
c'était Deliveroo, donc une autre firme concurrente de Uber, avait utilisé ses algorithmes et son application pour géolocaliser les manifestants, ceux qui avaient osé manifester pour avoir justement une protection de la part de leur employeur et un statut. En fait, donc ils avaient répertorié, classé ces manifestants et pour ensuite monter des dossiers contre eux et les mettre hors circuit. Plus récemment, dans l'affaire des Uber Files, le public découvre au grand jour la complicité de l'État, donc notamment comment est-ce que Macron s'est arrangé avec le PDG de Uber pour faire rentrer Uber dans la concurrence, enfin dans le milieu du taxi, alors que pour être taxi, il fallait une licence. Et là, on y découvre tout un tas de choses intéressantes. Voilà, la complicité de l'État et son impuissance face au lobby du grand capital. Cela dit, je pense que le consommateur est aussi coupable de cette ubérisation de la société, puisque dans les comportements, on voit de plus en plus quand même de jeunes ménages qui n'hésitent pas à avoir recours à ces livraisons de plats, alors qu'en fait, bien souvent, le restaurant, le fast-food, il est juste en face, à 500 mètres. Donc voilà, c'est parce que, faute de détermination, un peu de flemme et un renversement des valeurs qui nous conduit aussi à ce que ces firmes aient un peu pignon sur rue. Voilà, je vais aborder ensuite la dépossession d'une partie des terres. La France et les Français dépossédés de leurs terres. Là, je vous renvoie à la Royale. Nous recevons en héritage un champ moins riche et moins grand qu'autrefois. C'est pourtant bien la même graine, la même terre aussi pourtant, qui a donc pillé le domaine. Fernand Braudel ouvre le premier chapitre de l'identité de la France en disant ceci. Vivants, nous sommes plus de 50 millions aujourd'hui. À eux tous, nos morts sont une vingtaine de fois plus nombreux. Et n'oubliez pas qu'ils restent présents sous les pieds des vivants. La terre d'un vignoble comme la Champagne, le Médoc ou la Bourgogne est une terre artificielle façonnée par 2000 ans de travail ou presque. Donc oui, un pays a des caractéristiques naturelles, un paysage qui est hérité d'une géologie où là l'homme n'y peut rien. Là c'est vraiment le cadre naturel, mais toutes les terres arables sont aussi le résultat d'un travail multiséculaire et de traditions héritées. En fait, tout ça, c'est ce qui constitue le terroir, une notion chère à la France, puisque la notion de terroir est une notion vraiment française, aujourd'hui reprise par beaucoup de pays de l'Ancien Monde et même du Nouveau Monde, surtout dans le cadre de la viticulture, où là, il y a encore la notion vraiment de terroir, voire de climat, même en Bourgogne, qui est très présente. Donc voilà, le terroir, c'est vraiment c'est ce qu'on hérite naturellement de la nature, là où on n'y peut rien, donc d'un climat, d'un sol, mais aussi de tout un travail ancestral, d'une manière de faire. Là, voilà, on peut regretter depuis plusieurs décennies le fait que de nombreux investisseurs étrangers, mais aussi des groupes privés, alors dans le cadre de la viticulture, c'est principalement des banques, des assurances, ou dans le meilleur des cas, on va dire, des grands groupes de négoces. Donc des négoces, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément que des vignes en propriété, mais aussi qui rachètent beaucoup de raisins, du vin, du vrac, qui en fait ont vraiment une image assez solide, une marque, pour pouvoir diffuser à grande échelle du vin. Et donc là, on n'est plus forcément dans une viticulture de terroir. En 2000 donc voilà, pour moi c'est plus que de la propriété dont les Français sont amputés. C'est aussi on est amputé de toute une histoire
et aussi de perspectives d'avenir. En 2018, c'est pas moins de 140 propriétés bordelaises, soit 3%, qui appartenaient déjà à des investisseurs chinois. Et là, je parle que d'investisseurs chinois. Après, j'ai pas fait de recherche concernant d'autres investisseurs étrangers, sur un total de 7000 propriétés. De plus, après le rachat de ces vignobles, seulement 10% de la production était dédiée à une consommation en France, et tout le reste était dédié uniquement à de l'export. Donc le vignoble français devient aussi de plus en plus la cible d'investisseurs privés. Donc voilà, je parlais de LVMH, Bouygues, AG2R, enfin énormément d'assos aussi de ces personnes possèdent un ou des vignobles. Je parle de Bordeaux, mais la Provence aussi de plus en plus est sujette aussi à ces rachats de la part de ces grosses fortunes. Le problème pour moi, comme pour beaucoup d'onophiles, c'est qu'une fois ces rachats, la production, la vinification devient de plus en plus standardisée, puisqu'ils ont vraiment des impératifs de rentabilité. À force de cette standardisation, on en arrive à la fin de l'effet millésime. Et si vraiment il y a un secteur agricole où l'effet millésime est particulièrement important et intéressant, c'est dans le vin. Puisque le vin est une boisson vivante, une boisson qui s'élève et qui a un potentiel de garde. Et l'unicité d'un vin, c'est quand même l'effet millésime. Et le fait d'avoir recours à une œnologie très moderne, qu'on appelle technologique, vient finalement à gommer cet effet millésime. Ce que par contre le petit vigneron, le vigneron de terroir, un peu identitaire, a envie de vraiment conserver. Ce qu'on a envie d'offrir à un consommateur, justement, cette émotion du terroir et le reflet d'une année, le reflet d'une année de travail, le reflet d'une saison, d'un climat. Donc là, je sors du cadre viticole, mais parfois, même après, pour dans le cadre de ces grands investisseurs, là, je vais évoquer un cas en grande culture, c'est en Camargue. Il y a un investisseur étranger qui a racheté une des plus grandes rizières de Camargue. Et en fait, faute de rentabilité, il a réorienté massivement sa production vers une culture céréalière. Et là, ça a carrément changé un paysage, puisqu'on sort de la rizière. Donc parfois, ça peut vraiment dénaturer des paysages, alors que nous, les paysages dont nous héritons par l'agriculture, c'est vraiment des paysages qui sont façonnés depuis des siècles. Par exemple, la Provence, c'est de la garrigue. C'est parce que avant d'être on peut le regretter quand même, dans une monoculture, je vous parlais par exemple de Bandol, où on a de plus en plus une monoculture viticole, parce qu'en fait le prix du foncier fait qu'il n'y a plus que ça qui est rentable. À 150 000 € l'hectare, finalement, il n'y a que vendre une bouteille en appellation Bandol qui vaut le coup. Certainement pas faire de la tomate. Mais en fait, la garrigue dont nous héritons, ce paysage, c'est parce qu'avant, le paysan était dans une polyculture élevage. Il était aussi éleveur, il avait un bétail. Il avait des chèvres ou des moutons qui ont pâturé pendant des siècles. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a une végétation très basse et souvent d'épineux, résistante à cette pâture. Donc là, voilà, encore une fois, c'est ce problème hérité du capitalisme fait qu'on a aussi des modifications vraiment sur des traditions, sur un paysage. Et faut pas l'oublier quand même, le paysage, c'est aussi un grand vecteur du tourisme. Et pourtant, le tourisme aujourd'hui, c'est quand même aussi ce qui fait vivre la France. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut arriver encore à... il faudrait que l'État soit beaucoup plus présent, notamment par le biais de la SAFER, puisque aujourd'hui, l'État, donc avec la SAFER, autorise beaucoup trop de ces transactions
entre une famille qui n'a pas d'héritier, pas d'héritier dans la famille, et un grand groupe ou un acheteur étranger. Donc, alors que la fin des paysans était bien amorcée selon Mandras, cette dynamique ne fait que confirmer le constat d'une agriculture familiale, de polyculture et élevage. Donc elle est vraiment devenue minoritaire. On a le droit de se demander si l'État et les banques vont-elles encourager cette volonté de retour à la terre de certains jeunes ménages, soutenir les projets de permaculture dont la production est tournée vers une consommation locale et participerait ainsi à une certaine souveraineté alimentaire à toute petite échelle, mais une souveraineté alimentaire quand même. Voilà, on peut faire aussi le même constat concernant l'habitat quand on a des acquisitions de personnes d'origine étrangère riches sur des acquisitions de résidences principales ou secondaires. Là aussi, ça fait monter le prix du foncier. Ce qui fait que nous, Français, bien souvent, on est obligé de regarder plus en périphérie. Alors que finalement, pour ces populations actives, les jeunes ménages, ça nous rend encore dépendant de la voiture, quand j'en ai parlé précédemment. Mais voilà, le fait qu'on ait un pays avec un paysage magnifique, un climat dont une partie de l'Europe plus au nord nous envie, ces gens qui arrivent avec un portefeuille que le français moyen n'a pas, et forcément ça amène de nouvelles problématiques aussi de logement. J'en arrive à ma dernière partie avant la conclusion, assez succincte, parce que j'ai pas trouvé assez de littérature, mais il n'empêche que pour moi ça reste quand même un sujet qui est la mercantilisation et la désacralisation des traditions locales. Il est très amusant d'entendre les militants du wokisme parler d'appropriation culturelle lorsqu'une civilisation occidentale expose une culture étrangère, tribale, à des fins capitalistes. En revanche, cela les émeut guère lorsque des marques de prêt-à-porter s'approprient une œuvre d'art d'un peintre français ou bien l'image d'un paysan dans la mode. Ça, c'est une campagne de pub qui m'avait fait pas mal rire d'une marque parisienne qui s'appelle Jacquemus et qui joue beaucoup sur cette image du gentleman farmer, du paysan bien sapé, en chemise et un petit béret chic, en fait à des fins complètement pour générer du profit, bien plus que les agriculteurs eux-mêmes ne puissent, bien plus que les agriculteurs ou même certains artistes dans le cadre des œuvres d'art qui sont diffusées dans un but de mode bien souvent. On peut aussi regretter la perte de sens, la désacralisation de certaines fêtes locales, comme les fêtes votives, les férias, ou ici localement la Saint-Éloi, qui sont bien souvent réduites à un état de folklore, puisque notamment peu de personnes comprennent encore le provençal, donc finalement la petite dame assise sur sa chaise qui raconte le déroulement de la manifestation provençale, c'est complètement réduit à l'état de folklore. Donc l'origine de ces fêtes est peut-être trop ancienne, puisqu'à l'origine on célèbre quand même un saint patron, peut-être, mais c'est surtout la conséquence, il me semble, d'une perte d'influence de l'Église de notre société et les railleries jacobines concernant les identités locales. Donc voilà, j'en finirai avec une conclusion ouverte et pleine d'entrain. Donc voilà, c'est peut-être par le biais associatif, par le biais de nos vocations professionnelles à tous, que nous pourrions ralentir cette standardisation, l'unicité d'un pays, comme d'une forêt ou d'une montagne, vient de son caractère endémique. Nos traditions sont culinaires, viticoles, rattachées à un terroir. Les franchises de fast-food, en revanche, sont hors sol et profitent
à des fortunes étrangères. Le plaisir de voyager tient à sa faculté de dépaysement. Voyager, c'est rencontrer l'autre, rencontrer d'autres mœurs, une langue et sa musicalité. Le français adore être étonné, adore encore l'orientalisme, adore voyager. Pour autant, voilà, que serait notre pays si on en vient vraiment à une standardisation massive, à l'implantation des mêmes firmes de fast-food dans nos villes, retrouver les mêmes que dans tous les autres pays du monde. Quel est l'intérêt ? N'est-ce pas plus séduisant lorsqu'on voyage, lorsqu'on rencontre des habitants amoureux de leur nation, avec un sentiment patriotique avoué ? À nous de nous imposer cette rigueur. Lorsque nous écrivons, nous parlons, choisissons les bons et les beaux mots. Ne succombons pas à un pseudo-progressisme insufflé par une partie des médias et de la classe politique. Jamais nos enfants ne devront salir les vers de Rimbaud ou de Baudelaire avec une écriture inclusive. Il me semble aussi important de conserver la galanterie, ce savoir-vivre et cette curiosité bien française. Merci. On va passer aux questions. Tu as un micro à faire passer ou c'est général? C'était très long ou pas? Très bien, ouais. C'était long? Trop long? Non. On a commencé assez tard, donc forcément, voilà. 45 minutes. Donc très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des affirmations ou des contestations à porter sur l'exposé de notre ami. Comme d'habitude. Philippe, c'est rare de toi. Je vais poser une réponse comme d'habitude. Mathieu, Benjamin. Benjamin, pardon. Ouais, Benjamin, pardon. Pour moi, vous êtes livré à un exercice très difficile, qui est celui de l'identité. Donc j'étais assez curieux de voir comment vous alliez vous en sortir. C'est un exercice difficile. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui est devenu à la mode avec le Front National de mémoire en 86-87. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Et c'est un mot valise. On met un peu ce qu'on veut dedans. S'il y avait eu un républicain à votre place, il nous aurait présenté l'identité en nous parlant des 3 valeurs de la République. Ça aurait été l'identité. L'identité républicaine, donc pour lui, l'identité française. Donc c'est un mot valise. Dans l'école d'action française, on n'a jamais parlé d'identité. Quand ce mot est arrivé, il est très à la mode, on n'a jamais parlé d'identité. En revanche, on a parlé d'héritage. Et l'héritage, me semble-t-il, il est plus facile à définir que l'identité. L'Action française, pourquoi on parle d'héritage? Parce que pour l'Action française, nous sommes des nationalistes. Et le nationalisme, on le voit tourner vers le passé, l'héritage, et tourner vers l'avenir, la transmission de l'héritage. Et l'héritage, en tout cas pour nous, nationalistes d'Action française, il est assez simple. Grosso modo, c'est 4 volets. Et ça, vous l'avez bien dit, c'est notre langue. On hérite de notre langue. On n'y peut rien. On la reçoit. C'est notre langue. Deuxième héritage, c'est notre histoire. On n'y peut rien. On est français. On assume Charles Martel. Voilà, c'est comme ça. C'est notre histoire. Deuxième héritage. Troisième héritage, c'est notre religion. La France a une religion. Alors maintenant, on dit oui, c'est pas une religion de foi, c'est une religion culturelle. Nous avons une religion. Et troisièmement, effectivement, vous l'avez bien dit, dans le cadre de l'identité, donc vous êtes revenu à la notion d'héritage. Par la langue, vous êtes revenu à la notion d'héritage en parlant d'identité. Vous n'êtes pas revenu sur l'histoire. Vous êtes revenu sur la religion. Et quatrième élément, vous êtes bien revenu, vous avez bien insisté dessus, c'est le terroir, effectivement. On hérite du terroir. Mais donc, tout ça pour vous dire que se revendiquer de l'identité, pour moi, c'est difficile. Les indigénistes, ils revendiquent une identité.
il revendique une identité. L'identité, Un républicain, ce qui est compliqué, il revendique une identité. L'identité, elle a l'air très, très immuable, alors que l'héritage, en plus, Donc quand vous avez défini l'identité, vous êtes revenu à l'héritage. Et là, à mon avis, vous êtes dans le vrai. Mais je pense qu'il faut mieux que nous utilisions le terme d'héritage, l'homme, le Français étant vu comme un héritier de son passé et un transmetteur de son avenir. C'est pour ça que je voulais faire cette introduction quand même sur la mouvance, on va dire, un peu identitaire, parce que moi, justement, je trouve qu'on en entend beaucoup trop parler, que la droite s'est vraiment cantonnée à une vision très, très fermée de ce qu'est l'identité, ou pour nous, l'héritage. Et voilà, je voulais vraiment juste offrir une autre lecture, comme si je parlais pas que à des gens aussi d'AF, quoi. Arrêter d'employer justement ce mot d'identité, quoi, qui est... En vous écoutant, grosso modo, je résumerai, vous avez dit je vais vous parler d'identité et vous nous avez parlé d'héritage. Vous n'avez pas le seul pilier des 4 piliers que j'ai évoqués, vous n'avez pas évoqué, c'est l'histoire. Sinon, on est vraiment dans l'héritage. Et là, on est vraiment dans notre vocabulaire. L'identité, c'est un mot récent, c'est un mot valise. La droite n'avait plus rien et s'est cherché quelque chose. Pof, on a sorti l'identité, mais aujourd'hui, on met un peu n'importe quoi dedans. Enfin, pas n'importe quoi, ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est tu nous sors quand même pas mal de chiffres. Donc voilà, il y a quand même un travail de recherche. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir en fait l'évolution, parce que souvent on parle, bien sûr que un des facteurs de perte d'identité, même si c'est un mot valise, ça peut venir donc de l'immigration, mais c'est un facteur. Il y a un départ, dans tout feu, il y a un départ. La République en est la cause première. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on parle toujours de la même chose, de la masse, parce que finalement, en fait, c'est ça aussi la problématique, et je crois que Pierre Debré en fait un chapitre sur la masse, rendre le plus possible informe, alors que justement, si on parle d'héritage, voire même d'identité, ça permet quand même de s'accrocher à quelque chose et de créer une communauté, en fait, de créer quelque chose de commun. Donc on voit qu'en fait, c'est la victoire du monde marchand sur ce qui a été justement les familles, l'organisation de la société. Parce qu'à un moment donné, tu parles aussi, et c'est un petit peu paradoxal, que l'État devrait mettre un peu plus le nez dans certaines choses. Je pense au contraire que l'État, à l'heure actuelle, devrait mettre son nez sur moins de choses possibles, parce que vu ce qu'il en fait, c'est qu'une destruction. Bien sûr. Mais ce que le citoyen, quand il va voter, attend d'un État, c'est quand même qu'il soit interventionniste sur certaines choses, qu'il ait cette régulation, notamment là je parlais beaucoup sur l'habitat ou sur les transactions agricoles. On attend quand même, en France, c'est vrai qu'on a cette attente, les républicains attendent quand même. C'est plutôt un fantasme. Parfois ce côté gendarme. À l'heure actuelle, c'est souvent des technos, on parle des technos, et justement, c'est qu'en fait, eux, ils ont une vision assez. Comment dire ça, technique de la chose, et en fait, on enlève toute la substance de ce que peut être. C'est pour ça que le mot pays illégal et pays réel, c'est hyper intéressant comme notion. C'est des connexions. Ce que l'action française s'efforce à faire, c'est de remettre toujours cette notion de pays illégal et pays réel. Mais ce qui est vraiment, Pierre Debré, c'est hyper intéressant, notamment la manière, en fait, elle est très sereine, sa manière d'aborder la question migratoire. Elle est totalement pacifique parce que... moi j'ai trouvé qu'ils rejoignaient beaucoup Brodel aussi, alors que ils sont pas du même bord, quoique ils viennent quand même du même bord. Pierre Debré est passé par le communisme, initialement. Il a assisté au cours de Brodel. Ok. Il a assisté au cours de Brodel. Ok. Alors il y a une chose qui est très intéressante, vous avez beaucoup insisté sur le monde paysan. C'est normal, ça c'est logique. Par contre, ce qui est intéressant, et puis vous avez aussi beaucoup insisté sur l'attaque du catholicisme. Effectivement, il y a la République
qui a beaucoup attaqué le catholicisme, on ne va pas revenir dessus. Mais ceci dit, dans le cas de la paysannerie, parce que le catholicisme en France était paysan, vous l'avez bien expliqué, vous l'avez dit. Le catholicisme vient du terroir, ce sont les paysans. D'ailleurs, on dit même que c'est un catholicisme d'origine un peu païenne. Hein. Ouais. Puis le paysan est un catholique, le bon sens paysan était empreint de catholicisme. Mais il n'y a pas que la République. La République a fortement attaqué l'Église, mais l'Église s'est d'elle-même tirée une balle dans le pied, en particulier après 1945. C'est-à-dire qu'elle s'est attaquée à l'ancien concept français de paysan, et elle a poussé, au travers la JAC, la jeunesse agricole catholique, à l'industrialisation du monde paysan. Et c'est comme ça le catholicisme a quitté le monde de la paysannerie. L'Église est également une grosse part de responsabilité dans la déchristianisation, dans la mesure où l'Église a favorisé l'industrialisation du monde paysan et donc la disparition du français en tant que paysan. Elle a joué un rôle très très important. Je vous invite, ceux que ça intéresse, à lire un livre de Patrick Buisson sur le sujet. Patrick Buisson a fait un bouquin, il expose ça de façon magistrale. Le rôle de l'Église dans la déchristianisation. Tu as un titre? Comment? Tu as un titre? J'ai un titre? Je n'ai pas en mémoire. C'est son dernier de Patrick Buisson. Il a un terme assez intéressant. Il dit, grosso modo, la République a déchristianisé, ça on le sait, depuis 89. Un des objectifs de la République a été de déchristianiser. Mais il dit qu'il faut se rendre compte que l'Église a ex-christianisé, c'est-à-dire qu'elle a fait partir le christianisme d'une certaine façon de chez les catholiques. Lisez, il a un développement très très intéressant. C'est pas monocausal, c'est pas que la République. L'Église porte une responsabilité lourde. L'Église, la banque aussi, c'était le Crédit Agricole qui avait fait ces emprunts, qui avait vraiment favorisé, enfin qui poussait le paysan à s'endetter, à dire voilà, le crédit coûte rien, prenez des crédits, achetez des tracteurs. Et puis en fait, à partir de ce moment-là, pour rentabiliser ça, ça a été la course à l'hectare. Alors le Crédit Agricole, c'est quelque chose c'est une histoire dramatique, le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole, il est créé à la fin du 19e siècle, donc grosso modo sous Louis-Philippe, par la noblesse française. Pour aider, alors on va donner, pour leur apprendre à gérer leur argent pour se développer. Donc c'était ce qu'on appelle le fameux catholicisme social. Le catholicisme social. Le Crédit Agricole, c'est la noblesse, c'est le catholicisme social. Les francs-maçons vont s'en rendre compte et ils vont se démerder pour prendre en main les crédits agricoles et complètement en détourner le sens. Ça va être long parce qu'ils vont résister, les notables. Mais au bout de plusieurs dizaines d'années, le Crédit Agricole va tomber aux mains, c'est comme les caisses d'épargne, pareil, ils vont tomber aux mains des francs-maçons. C'est dramatique. Et effectivement, le Crédit Agricole va complètement pousser à l'industrialisation outrancière. Olivier, tu as peut-être... J'ai pas de question, mais comme il y a les jeunes qui sont là, donc plus de Uber, plus de Airbnb, tout ça, il a raison, le jeune, ça c'est se flinguer, voilà, flinguer notre pays, nos parts de vivre et tout ça. Et ça, par facilité, tout le monde va faire, tout le monde signe les chartes à la con, accepter tout et n'importe qui. Non, c'est faut refuser à toute force. Mais je dis pas qu'il faut pas faire de location, qu'il faut pas louer sa baraque quand on part en vacances, quoi. Là est pas le problème, mais là c'est pareil, c'est que fait l'État il faut bien mettre des garde-fous à un moment donné, il faut bien légiférer là-dessus parce que quand on a 14% dans certains quartiers des appartements qui sont réservés à de la location à l'année, location à l'année non mais sur des courts séjours, c'est un problème autant pour l'accès. Les étudiants trouvent pas de logement, donc ils vont dans le meilleur des cas dans des chambres de bonne ou sinon en périphérie lointaine. Je suis d'accord, on n'a pas du tout abordé de façon générale tout ce qui est mesures de protection, le protectionnisme
que certains pays mettent en œuvre, même en Europe. Nous, c'est open bar, mais voilà, il y a des mesures faciles à prendre, mais au nom de l'idéologie européiste, on se refuse de prendre. Mais l'affaire là, Uber Files, c'est génial, hein, vraiment le rôle du gouvernement Macron. C'est organisé par le chef de l'État. D'ailleurs, il était pas encore président, ça avait déjà commencé quand il était ministre de l'économie. Ils avaient vraiment fait rentrer, incroyable, que les mecs se tutoient, c'est bon quoi, c'était déjà... Il y a la Belgique qui, il y a quelques années en arrière, a pris des mesures justement face à l'ubérisation, le Airbnb, les résidences secondaires vides. Alors après, c'est pas aussi évident aussi, parce que voilà. Mais en Belgique, il est interdit d'avoir une maison où tu ne fais pas du locatif à l'année. Donc, alors, je ne sais pas comment doivent se dépatouiller certaines personnes qui doivent réussir à le faire. Donc, tout ce qui est résidence secondaire, voilà, on est en plein dedans, puisqu'on parle de taxer les résidences secondaires à l'heure actuelle. Mais est-ce que la taxe va empêcher un système qui existe déjà depuis quand même quelques décennies? Donc eux, ils avaient pris la mesure du fait qu'une location vide ne doit pas rester, doit faire place à une location pour les personnes justement qui ont besoin à l'année. Mais bon, et au Danemark, je crois qu'au Danemark, les étrangers, quand tu vas acheter une maison, un appartement, tu n'as pas le même tarif que le Danois. Ah ouais. Ouais, il y a de la préférence nationale même là-dessus, quoi. Voilà, donc il y a des choses à faire qu'on ne fait pas. Mais en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est vrai que voilà, pour beaucoup de Français ou pour les pays qui nous envient un peu, c'est la France, c'est des lois sociales, c'est protéger, enfin c'est faire attention à son prochain. Mais en fait, et le début du quinquennat de Macron commençait comme ça. C'était avec moi, il n'y aura plus personne dans la rue. Mais en fait, mais ils disent tout ça. Ouais, ils disent tout ça, mais enfin, je veux dire, ce serait le premier truc facile à régler quand même, c'est ça, quoi. Quand t'es étranger, que tu te dis, je vais dans un pays riche, la France, et que tu vas dans une ville et qu'en fait, tous les 10 mètres, t'es un sans-abri, il y a quand même un problème, quoi. Et il y a des logements vacants. Et encore, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg, quoi. L'autre partie invisible, c'est le mal logement, quoi. Donc, ils vivent dans des conditions indécentes. Moi, là, ça me fait marrer, enfin, quand j'entends des gens en train de râler parce que l'État te dit oui, il y a 19 degrés dans tous les intérieurs et dans les bureaux. Quand j'entends ça, je dis putain, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des gens qui aimeraient bien que l'hiver chez eux il fasse 19 degrés, quoi. Merci. Merci.